de granulome épitélioïde gigantocellulaire, un point très important, c'est qu'on doit vérifier si ce granulome est nécrosé ou non nécrosé. Et les étiologies, eh bien, elles sont relativement restreintes. Alors, il faut être modéré quand même, il y a un panel d'étiologies, mais je dirais que devant un granulome épitélioïde gigantocellulaire, avec ou sans nécrose, il y a certaines étiologies. La première, ce d'autant qu'il y a une nécrose, c'est la tuberculose. La tuberculose, la lésion élémentaire de la tuberculose, c'est un granulome épitélioïde gigantocellulaire avec une nécrose centrale. Néanmoins, même sans nécrose, la tuberculose peut engendrer des lésions granulomateuses dans certains territoires, sans nécrose, dans d'autres territoires avec nécrose. Donc premièrement, tuberculose, infection. Alors il y a d'autres infections qui peuvent donner des granulomes, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Deuxièmement, il y a des maladies idiopathiques, auto-immunes, et notamment une maladie qu'on appelle la sarcoïdose, vous le reverrez en sémiologie. Cette maladie qu'on appelle la sarcoïdose va donner également des granulomes épitélioïdes gigantocellulaires. Par contre, dans cette maladie-là, il y a exceptionnellement de la nécrose. Donc vous voyez, il n'y a pas de nécrose habituellement dans la sarcoïdose. Et puis il y a d'autres causes de granulomes épitélioïdes gigantocellulaires. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Il y a certains corps étrangers, par exemple chez les personnes qui travaillent dans l'industrie aéronautique, qui peuvent être exposés au beryllium, eh bien, ça peut donner des granulomes épitélioïdes gigantocellulaires. Pour former des granulomes épitélioïdes gigantocellulaires, il faut de l'interféron gamma. C'est pour cela que dans la physiopathologie de cette maladie, il y a souvent production d'interféron gamma. Deuxième grand type de granulome, ça il faut bien que vous fassiez la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle les granulomes de type corps étranger. Dans ces granulomes de type corps étranger, il y a peu de cellules épitélioïdes. C'est la cellule géante qui prédomine. On les appelle encore granulomes gigantocellulaires. C'est-à-dire que c'est la cellule géante qui est au premier plan. Il n'y a pas de cellules épitélioïdes. On les appelle également granulomes de type corps étranger. Là, c'est plutôt l'interleukine 4 qui est au premier plan. Et ces corps étrangers, il faut bien comprendre que cela peut être des corps étrangers exogènes, on verra tout à l'heure, ou des corps étrangers endogènes. Enfin, à côté de ces deux grandes variétés de granulomes, il y a d'autres variétés de granulomes. Parfois, il n'y a ni cellules épitélioïdes, ni cellules géantes, mais ce sont uniquement des histiocytes. Parfois, il n'y a ni cellules épitélioïdes, ni cellules géantes, mais parfois des histiocytes remplis de graisse, ce qu'on appelle des lipophages, ou des histiocytes spumeux. Je ne sais pas si quand vous avez vu les histiocytes, on vous a parlé de ce terme histiocyte spumeux, hein, S-P-U-M-E-U-X, mais c'est une inflammation qu'on appelle lipophagique. Et puis parfois, ça peut être des histiocytes, des éosinophiles. Donc selon le type de cellule, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais on va évoquer telle ou telle hypothèse. Donc, je reprends bien parce que c'est important. Granulome épitélioïde gigantocellulaire, premièrement, tuberculose. Et il y a des caractéristiques de la nécrose centrale dans ces granulomes qui est tout à fait particulière. Et on l'appelle nécrose caséeuse. Caséeuse, c'est parce que ça ressemble à du fromage, du caséum, mais macroscopiquement. Histologiquement, ça peut être un peu plus compliqué. Je vais vous montrer des images. On parle également le fait qu'il y ait un granulome avec une nécrose centrale. Le granulome ressemble à des follicules. Mais ce n'est pas du tout un follicule lymphoïde, mais ça ressemble. C'est pour cela qu'on dit parfois des lésions caséo-folliculaires. C'est-à-dire, il y a une nécrose centrale caséeuse et autour, un follicule, mais ce n'est pas vraiment un follicule, un agglomérat de cellules épitélioïdes gigantocellulaires. Et parfois, ça peut être très fibreux, et on parle alors de lésions caséo-fibreuses. Donc ici, vous avez les différentes causes principales, en tout cas, de granulome épitélioïde gigantocellulaire. Sarcoïdose, on en a parlé. Histoplasmose, c'est un mimiqueur de la tuberculose, hein, c'est tuberculose histoplasmose, mais c'est un champignon que l'on retrouve très rarement dans des zones d'endémie, c'est-à-dire Mexique et puis nord de l'Amérique du Sud, et puis dans certains en Afrique, mais en gros, je dirais que l'histoplasmose en France, on en a d'exceptions, ça ne se rencontre pas. Ensuite, pneumopathie d'hypersensibilité, ça vous verrez, exposition au foin moisi, hein, chez les fermiers, ou les maladies des laveurs de fromage, chez des maladies souvent professionnelles, et je vous ai parlé du beryllium. Deuxième grand type, corps étranger, donc bien comprendre ce qu'on appelle corps étranger. Corps étranger exogène, c'est facile, c'est un fil de suture qui est non résorbable, ou du talc.
ce qu'on appelle des talcomes. De temps en temps, vous savez que quand les chirurgiens thoraciques opèrent des patients, de temps en temps, ils vont mettre du talc et ça peut créer des talcomes et ce qu'on appelle donc une sorte de réaction inflammatoire à cellules géantes de type corps étranger. Et donc, il faut bien connaître qu'on peut avoir des corps étrangers exogènes et que l'on va voir d'ailleurs au microscope en utilisant ce qu'on appelle le contraste de phase pour bien voir en lumière polarisée le fait qu'il y a un corps étranger qui polarise. Parce que les corps étrangers polarisent souvent. Pas toujours, mais souvent. Deuxième grand corps qui est en fait de loin le plus fréquent, c'est un corps étranger endogène. C'est-à-dire que, pourquoi on l'appelle corps étranger? C'est parce qu'il va précipiter dans un territoire où habituellement il n'est pas présent. Et l'exemple clé, c'est les cristaux de cholestérol ou d'acide gras. C'est des lipides qui, à l'occasion d'une mort cellulaire, vont, au lieu d'être, comme vous le savez, il y a beaucoup de lipides dans les membranes des cellules. Lorsque les cellules meurent, ces lipides vont aller dans les matrices extracellulaires et là, être considérés par l'organisme comme des corps étrangers et donc être phagocytés ou tentative de phagocytose. Et donc, on va avoir vis-à-vis de cristaux d'acide gras ou de cholestérol, des réactions granulomateuses de type corps étranger, mais c'est un corps étranger endogène. Alors, quand est-ce qu'on rencontre ce type de réaction? Eh bien, on le rencontre dans la plaque d'athérosclérose, maladie vasculaire la plus fréquente, qui est liée, comme vous le savez, souvent au tabagisme et à l'hypertension. Donc, dans la plaque d'athérosclérose même, au centre, vous avez des réactions à corps étranger endogène vis-à-vis de cristaux de cholestérol. Et puis, très fréquent, lorsqu'on traite des patients pour un cancer, chimiothérapie. Ensuite, après chimiothérapie, souvent, on les opère. C'est ce qu'on a, après une chimiothérapie dite adjuvante, on opère les patients de leur cancer. Et l'importance de l'examen anatomopathologique, c'est de voir un petit peu s'il reste des cellules tumorales résiduelles, s'il faut continuer le traitement ou pas. Et donc, on a souvent des plages de nécrose. Et dans ces plages de nécrose, au décours de chimiothérapie de cancer, il est fréquent d'avoir des réactions granulomateuses de type corps étranger endogène. Alors, sur le plan histologique, à quoi cela ressemble-t-il? Ici, un granulome épithélioïde gigantocellulaire typique. Vous avez en périphérie de ce granulome souvent une couronne de petits lymphocytes, que vous voyez très bien ici. Et ici, toutes les cellules, en dehors de ces cellules-là dont je fais le tour, qui sont les cellules géantes, vous voyez ces cellules géantes ici, hein, là ce sont tous les noyaux, souvent en fer à cheval d'ailleurs, dans ces réactions granulomateuses épithélioïdes gigantocellulaires, vous voyez les noyaux en fer à cheval des cellules géantes. Ici, toutes ces cellules-là sont des cellules épithélioïdes, c'est-à-dire des cellules de grande taille, qui sont en fait des dérivés des monocytes macrophages, avec un cytoplasme abondant, un noyau ovoïde. Parfois plutôt ballonisé, parfois plutôt fusiforme, comme cela. Et donc tout cela, c'est ce qu'on appelle des cellules épithélioïdes. Voici ici un granulome épithélioïde gigantocellulaire, toutes les cellules épithélioïdes qui sont ici, quelques cellules géantes que vous reconnaissez, et au centre, la nécrose. La nécrose qu'on dit éosinophile, elle prend l'éosine, elle est rouge, et que vous voyez ici, elle est un peu acellulaire. Ici, une réaction typique, par contre, d'un granulome de type corps étranger. Vous voyez très bien que ici, du point de vue des cellules monocytes macrophages, vous retrouvez surtout des cellules géantes, mais vous avez beaucoup de mal à trouver les cellules épithélioïdes. Il n'y a pas de cellules épithélioïdes ou d'exceptionnelles. Et en fait, ces cellules parfois géantes se disposent autour, on les voit ici. Alors là, c'est peut-être pas la cellule géante, mais en fait, ces cellules vont se disposer ici autour des fils. Ici, c'est le corps étranger exogène, hein, ce matériel un peu amorphe qui correspond à les sous-unités d'un fil de suture. Nous allons aborder maintenant inflammation et réparation. On a vu que, je vous l'ai dit, la réparation commence très tôt, dès les premières phases de la réaction inflammatoire. Hein. La réaction inflammatoire, c'est un processus, théoriquement, qui a pour but de restaurer l'état initial. Donc, c'est un processus homéostatique qui a pour but de détruire l'agent causal, bien sûr, de limiter l'extension des lésions tissulaires et d'activer la réparation. Dès qu'on a une inflammation, on a un processus de réparation, c'est ce qui a marqué sur la ligne numéro 2. La réaction inflammatoire est étroitement liée au processus de réparation qui commence très tôt, je vous l'avais dit. Quand on fait un prélèvement de réaction inflammatoire, on va voir à un endroit de la lame la phase aiguë et à un autre endroit, on va voir le début de la réparation. La réparation sera complète après neutralisation de l'agent causal. D'accord ? Donc il faut une bonne neutralisation. Et on a, si on prend un exemple de lésion cutanée, qui est l'exemple qu'on décrit classiquement, il faut d'une part une cicatrisation, une réparation, et ensuite
plus ou moins une régénération des cellules épithéliales. Vous savez qu'on peut avoir tout à fait les cellules épithéliales qui vont repousser et recouvrir l'endroit de la lésion. Mais il faut savoir, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'inflammation chronique, que ces processus d'inflammation et de réparation peuvent être néfastes. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, l'exemple typique, c'est dans ce qu'on appelle le panus synovial de la polyarthrite rhumatoïde. Que se passe-t-il chez ces patients? C'est que dans leur articulation, ils ont des processus de réparation, du tissu de réparation et du tissu inflammatoire pour réparer un petit peu la réaction inflammatoire, sauf que cette réaction de réparation va créer de la fibrose, et cette fibrose va créer une impotence fonctionnelle de l'articulation. Donc vous voyez qu'ici, le processus de réparation est néfaste parce que finalement, ces processus de réparation et d'inflammation vont s'auto-entretenir et vont devenir très néfastes dans l'inflammation chronique. Vous avez à la fois, comme j'ai dit tout à l'heure, phase cellulaire de l'inflammation et réparation qui, par la fibrose d'une articulation, par exemple, dans une polyarthrite rhumatoïde, va être néfaste. Donc, ce n'est pas vraiment une réparation d'un processus homéostatique. Alors, donc, on redit que la réparation commence dès les phases précoces de la réaction inflammatoire. Ça, c'est important. Il faut bien avoir conscience de cela. Et qu'est-ce qu'on appelle le tissu de réparation? Si on prend l'exemple d'une plaie cutanée, avant qu'il y ait la régénération des cellules épithéliales, il faut déjà que vous ayez un comblement de la perte de substance. Si on prend l'exemple d'une plaie avec saignement, il faut déjà qu'il y ait un comblement de la perte de substance. C'est ce qu'on appelle donc une réparation conjonctive. Et cette réparation conjonctive, qu'on peut appeler également tissu de réparation, a un nom qui reste encore utilisé en France, qu'on appelle bourgeon charnu. C'est un terme, mais vous verrez, les chirurgiens l'utilisent parfois, donc il faut connaître ces termes bourgeon charnu. C'est vrai que je préfère tissu de réparation, mais ça s'appelle également tissu de granulation. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce que ce tissu de réparation. C'est un tissu conjonctif transitoire, qui a pour but de combler la perte de substance, en rapport avec, secondaire à la détertion du foyer, qui va préparer la régénération épithéliale et donc finalement qui va aboutir à la cicatrice. Alors, dans ce tissu de réparation, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement, on l'a vu un petit peu dans l'inflammation chronique, où il y a de la réparation dans l'inflammation chronique, il y a premièrement une angiogénèse. Donc on va voir dans ce tissu plein de néovaisseaux. Donc on aura une angiogénèse importante, une néovascularisation importante, avec ici certains des médiateurs. Vous n'avez pas besoin de le retenir là pour cette année, ce n'est pas le souci. Ce qui est important, c'est de retenir par contre qu'il y a une angiogénèse. Donc il y a une angiogénèse. Deuxièmement, il va falloir après réparer ce tissu et donner de la matrice extracellulaire. Donc il y a des fibroblastes, il y a même des myofibroblastes. Le rôle des myofibroblastes dans une plaie cutanée, vous le savez, ça va être de rapprocher les deux berges. Rapprocher les deux berges grâce aux propriétés contractiles des myofibroblastes. C'est ce qui crée de temps en temps, lorsqu'on a une plaie, on sent que la peau est un peu serrée. C'est les myofibroblastes qui vont être responsables de cela, c'est-à-dire que vont rapprocher les deux berges de la perte de substance. Donc on a des fibroblastes, des myofibroblastes que l'on va voir dans un tissu de réparation. Et puis troisièmement, bien sûr, la matrice extracellulaire qui va être synthétisée par ces cellules fibroblastiques et myofibroblastiques. Voici un exemple. Ça, c'est un schéma, mais c'est pour bien vous faire comprendre. Vous avez une plaie qui est ici. Là, c'est la répartition normale des vaisseaux et des fibres de la matrice. Et vous voyez qu'à l'endroit où vous aviez ici ce tissu de réparation, augmentation des néovaisseaux et augmentation de la matrice extracellulaire. Voilà ici représenté finalement en vrai, sur une coupe. Vous voyez ici l'épithélium malpighien de revêtement. Et vous retrouvez ici finalement ces vaisseaux qui sont là, et puis plein de cellules fusiformes, parce que vous avez ici un tissu de réparation très riche en fibroblastes. À ce stade-là, sur cette photo, vous voyez qu'il y a peu, c'est peut-être un peu difficile à voir à ce grandissement-là, on ne voit pas très très bien, mais il y a peu de cellules inflammatoires. Donc là, ça représente un petit peu le même aspect que le schéma que je viens de vous montrer. Néanmoins, on va le revoir, il y a différents aspects histopathologiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une bonne cicatrisation d'une plaie? Il faut une bonne détertion, on l'a déjà dit, on a insisté là-dessus plusieurs fois. Il faut une bonne coaptation, c'est-à-dire qu'une peau qui soit de bonne qualité pour qu'il y ait un bon accolement
une bonne réparation et régénération, on va le voir que cette réparation fera de temps en temps cette réparation.